Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne Un Monde de Jeux. Un format un peu particulier parce qu'il va s'enregistrer à la fois en live sur Twitch, donc vous êtes peut-être en train de nous regarder en live sur Twitch, et en même temps vous aurez la possibilité de nous suivre également sur YouTube, donc peut-être que vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. C'est un format dans lequel nous allons avoir la chance de discuter avec des acteurs forcément majeurs du monde du jeu, et aujourd'hui, pour commencer ce premier format, nous avons la chance d'accueillir, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, Bruno Cathala. Bonjour Bruno. Alors, bonjour tout le monde et bonjour Martin et merci pour cette invitation. Dans ce format particulier, nous allons revenir, merci Bruno d'être notre parrain sur ce format-là, nous allons revenir sur ton année 2022, puisque tu faisais la réflexion que d'habitude c'est quelque chose que tu partages sur Trick Track. C'est un article que tu fais et qu'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. On est très content de regarder un petit peu ton bilan de 2022, de voir ce que tu as fait, parce que tu es un auteur prolifique. Tu sors pas mal de jeux dans une année et ça fait quelques années que ça dure. Ouais, j'ai cette chance-là d'être publié régulièrement et c'est vrai que c'était un petit rendez-vous annuel auquel je tenais finalement parce que je tiens aussi à l'écrit et puis cette année, voilà, on va pas refaire l'histoire, Trick Track s'arrête. Ça m'a rendu triste et ça vraiment parce que finalement Trick Track a commencé quasiment au moment où moi j'ai commencé à faire des jeux aussi, donc finalement on s'est suivis, on a noué des amitiés et voir ces 20 années derrière s'arrêter comme ça, ça m'a fait quelque chose et du coup j'ai été beaucoup moins motivé pour prendre du temps pour aller écrire un article qui allait peut-être disparaître quelques semaines plus tard. Du coup je l'ai partagé ça sur Facebook. Et c'est toi qui as rebondi en me disant, si tu veux, on peut le faire en live sur Twitch. Donc, du coup, c'est une grande première pour moi aussi. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais prendre les choses et si ça va être intéressant, parce que l'écrit a aussi l'intérêt que tu poses les choses, tu poses ta réflexion, alors que là, on est plus dans de la spontanéité. Et donc, du coup, ça sera un exercice différent. Mais en tout cas, ça m'intéresse de le faire aussi. Donc, l'idée, c'est de faire ce fameux bilan 2022. Et 2022, moi, si je regarde maintenant en arrière, ça a été une année qui a été particulière par rapport à pas mal de circonstances. Circonstances qui sont que c'était une année électorale et manifestement, il semble que les années électorales ont des conséquences sur les ventes ou sur les non-ventes. Il paraît ça. Ça a été une année qui a été marquée par le conflit avec l'Ukraine, par l'explosion des matières premières, par l'explosion du coût du transport. Et puis, 2022 fait suite à 2021. C'est enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais 2021 aura été marqué tout particulièrement sur la fin de l'année par des ventes phénoménales, voire même des surventes, on peut le dire ça. C'est-à-dire que le marché s'est emballé et a anticipé des ventes qui n'ont pas eu lieu, ce qui fait que les boutiques se sont retrouvées engorgées. Et quand on fait un début 2022 avec des étals qui sont plus pleins que ce qu'on pouvait imaginer, plus les différentes crises que je viens d'évoquer qui s'empilent là-dessus, tout le premier semestre 2022 aura été vraiment mou en termes de vente et aura généré pas mal d'inquiétudes au niveau business dans notre microcosme. En termes d'analyse, je me suis amusé, entre guillemets, à faire mon bilan financier à mi-année. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire sur l'année parce que, en fait, mes royalties du deuxième semestre, j'en aurai une vision qu'à fin janvier, puisqu'en gros, les éditeurs ont 30 jours pour faire leur relevé. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Mais à mi-année, j'étais à peu près à moins 30% par rapport à 2021 en termes de royalties. Et quand je discutais avec l'ensemble, que ce soit les boutiques, que ce soit les éditeurs, etc., tout le monde était à peu près dans ces eaux-là, en fait. Donc, tu fais partie des rares auteurs qui peut faire une analyse par rapport au nombre de jeux que tu as. Est-ce que tu sais, par contre je te coupe, je sais que tu as un fil conducteur, mais est-ce que tu sais le nombre de jeux de Bruno Cathala qui sont actuellement en vente ? J'imagine que tu sais le nombre de jeux que tu as édités, mais combien sont aujourd'hui toujours disponibles en boutique ? Alors, il faudrait que j'aille regarder sur mon système comptable pour compter le nombre de lignes qui donnent encore, mais globalement, je sais pas, je pense qu'en avoir, peut-être 25 ou 30 références qui sont encore sur le marché. Alors, pour certaines, de façon très légère, Et puis, dans certains univers, par exemple, comme Abyss,
Ben, tu as Abyss, tu as Conspiracy, tu as les extensions, ça fait déjà 4 lignes. C'est pas Abyss. Ouais, je pense qu'il y en a une bonne trentaine en tout. Donc voilà, donc à moins 30%, si je reviens sur ce chiffre-là, qui peut paraître comme ça catastrophique. Oui. Mais ça vaut le coup de regarder par rapport au passé. Et comme pour moi, 2021, je me rappelle même avoir téléphoné à 2 éditeurs pour leur dire « Mais vous êtes sûrs, les chiffres, là ?» Parce que là, je pense que vous êtes trompés. C'est aberrant. Ça ressemblait presque à une bulle spéculative, en fait, une bulle financière, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes mécanismes. Et bien, en fait, en 2022, on revient au niveau de 2020, qui était déjà un niveau qui était haut. Oui. Bah oui. Donc, du coup, si tu veux, c'est moins bien que l'an dernier, enfin que l'année d'avant, mais c'est loin d'être une catastrophe. Oui, on parle de 2019 parfois, 2020, bref, des années qui ont succédé à plein d'années de progression. Ce qui est donc, problématique quand même, malgré tout, pour pas mal d'éditeurs qui ont grossi sur des projections qui n'allaient peut-être pas durer. Et on a en chat Pyrol qui nous dit que c'est normal qu'à la suite d'un pic de vente, il y a un creux, ça peut pas toujours monter. C'est ça, oui, tout à fait. Et après, comme je disais, je n'ai pas les chiffres du deuxième semestre. Pour autant, j'ai des indicateurs qui viennent de mes éditeurs, entre autres, ou voire de boutiques avec qui je discute. Et il semblerait que, en tout cas, ça soit reparti assez correctement sur le deuxième semestre. En tout cas, pas du tout au niveau du moins 30% du premier semestre. Donc là, je m'attends à avoir une année, finalement, un bilan global 2022 qui sera sans doute inférieur à 2021. Mais sans que ce soit une catastrophe, bien au contraire. Enfin, ça restera des chiffres qui sont, pour moi, qui me permettent de vivre très correctement. Alors, en 2022... Donc ça, c'est pour le bilan global de 2022. 2022, ça a aussi été mes 20 ans. Oui. Puisque finalement, mon premier jeu est sorti en octobre 2002. Et octobre 2022, ça fait exactement 20 ans de publication. J'ai fait un article sur Trick Track à cette occasion, qui m'a pris du temps, où je me suis amusé finalement à faire une base de données pour m'amuser à quantifier mes collaborations, mes partenariats avec les éditeurs, mon nombre de sorties, tout ça. Pour l'instant, c'est encore disponible, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Pour moi, c'était aussi enrichissant de faire cet exercice de style-là, en fait. Voilà, tu te servais de Trick Track comme beaucoup d'autres pour poster des articles parce qu'on avait cette possibilité un peu blog finalement de poster directement son article qui, alors je sais même pas si c'était validé par l'équipe ou pas, j'imagine quand même qu'il y avait plusieurs filtres, mais c'est l'un des aspects que l'on perd un petit peu avec la disparition de Trick Track. Alors l'écriture ne se perd pas de toute manière, il y aura toujours des sites et il y aura toujours des possibilités de le faire, mais on est dans une période d'entre-deux où on ne sait pas ce qui va prendre la relève. A priori, le site restera en ligne, donc cet article-là, vous pouvez y avoir accès de toute façon et vous pourrez toujours y avoir accès à l'avenir. Trick Track, pour moi, et ça a été conçu, ça a été voulu comme ça, tout le monde ne l'a pas forcément compris comme ça, mais c'était ça. C'était une fenêtre qui nous a été ouverte à nous, professionnels du monde du jeu, pour pouvoir y exprimer ce qu'on voulait. Donc, sous la forme que l'on souhaitait. On pouvait le faire par écrit, on pouvait faire des vidéos, on pouvait aller faire des vidéos, des papotages, etc. Et donc, moi, j'ai bien entendu et j'ai bien compris ça et je m'en suis réellement servi comme de cet outil. Et en fait, il faut dire vraiment merci à Trick Track parce que je pense réellement que le monde du jeu tel qu'il est aujourd'hui doit énormément à ce travail-là qui aura été fait pendant 20 ans, comme il doit énormément à Bruno Fedouti, par exemple, avec au début sa ludothèque idéale, et puis ses rencontres ludopathiques qui ont fait créer ce melting pot, et ainsi de suite. Et à quelqu'un d'autre comme Nadine Sol, qui, contre vents et marées, pendant beaucoup plus de 20 ans d'ailleurs, aura maintenu ce festival des Jeux de Cannes, qui est notre rendez-vous annuel et qui nous permet de nous retrouver aussi autour de notre passion. Oui, je te remercie de revenir là-dessus parce qu'effectivement, ça nous a tous beaucoup marqué. Moi, mon mois de décembre a été, pour moi, c'était un mois Trick Track. On ne pensait qu'à ça pendant le mois qui vient de s'écouler, forcément. C'est des réflexions qui nous ont tout occupés, mais le monde du jeu ne s'arrête pas et on va avoir l'occasion d'en parler. Et je suis pas passéiste, je suis pas nostalgique. Je suis reconnaissant du travail qui a été effectué. Voilà, c'est simplement ça.
Et puis maintenant, 2022, si on revient maintenant sur mes sorties de l'année, à cet égard, je crois que tu as une image, peut-être. Alors, j'ai pas une image globale de tous les jeux, mais je les ai un par un. Si tu veux qu'on les regarde, D'accord, ok. on va les lister, on les a pris forcément. Oui, oui, je crois que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sans doute 9 publications en 2022. Oui, Et avec des joies et des peines. Donc, enfin, des joies et des peines. Des peines, c'est un peu trop violent, mais avec des vrais succès, des surprises, et puis des choses sur lesquelles on pouvait espérer et sur lesquelles ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait pu le penser. Je refais un aparté pour donner mes 3 paliers. d'accord. En fait, quand j'ai un jeu qui sort, enfin, quand je m'engage sur un projet avec un éditeur, pour moi, j'ai 3 paliers en tête. C'est 10 000, 50 000, 100 000. 10 000, c'est quoi? 10 000, c'est le nombre minimal de ventes qu'il faut atteindre pour que j'estime qu'on avait raison de le faire. Oui, En gros, c'est le point d'équilibre dans lequel, finalement, ce que l'éditeur a récupéré permet de contrebalancer ce qu'il a investi, que ce soit en argent pur, mais aussi en temps, en mobilisation d'équipe, etc. Et pour moi, tout autant, pareil. C'est le minimum. Si c'est en dessous de 10 000, c'est un échec. Et en fait, on aurait mieux fait de ne pas le faire. On peut jamais savoir qu'on fera 10 000, mais rétrospectivement, tu te dis, peut-être que finalement, ça ne méritait pas pour tout un tas de raisons. Entre 10 000 et 50 000, tu es dans ce qui est normal de la vie d'un jeu. Quand tu atteins 50 000, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose vraiment et que là, on commence à avoir un vrai succès. Et si tu atteins 100 000 et tu dépasses 100 000, alors là, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que tu ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'emballer, ça peut s'arrêter aussi là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on est plus que dans du succès d'estime. On est dans un jeu qui aura vraiment marqué, ne serait-ce que sur quelques temps, son passage sur les étals. Donc maintenant, je vais analyser mes jeux de 2022 sur ce prisme-là. alors on va les regarder en même temps, je montrerai les images évidemment au fur et à mesure de l'évocation de ces 9 jeux, donc 9 jeux en 2022. Ouais, enfin 9 sorties en fait. 9 sorties. Parce que par exemple, l'extension de Sobek, c'est une sortie, mais c'est pas un jeu à part entière. Ouais. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais commencer par ce qui a le moins bien marché. Ce qui a le moins bien marché, c'est Run Run Run. Et Run Run Run, c'est un jeu sur lequel je pense qu'on va très péniblement atteindre les 10 000 à la fin de la carrière du jeu. Oui. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un jeu personnellement que j'aime toujours bien. Mais c'est aussi un jeu sur lequel je pense qu'avec le recul, il y avait plein de raisons pour lesquelles ça finit par se passer comme ça. Déjà, premièrement, il est sorti au pire mauvais moment. Puisqu'il est sorti juste finalement au moment de ce creux des boutiques dont je parlais, c'est-à-dire avec des étals qui étaient déjà pleins de beaucoup trop de choses qui n'étaient encore pas vendues. Et il arrive à ce moment-là, au moment du début de la crise et tout ça. Donc, c'est le pire mauvais moment. Et puis, pour moi, un jeu, comment dire, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait un moment de magie, finalement, au sein d'une équipe et une envie de faire ça ensemble très fort. Et cette envie sur ce jeu-là, elle a existé. Elle a existé très fort, le développement avait commencé. Et à un moment donné, l'éditeur, il a vu un autre jeu, alors que ce jeu était déjà en développement, et il a tout arrêté, il est passé sur autre chose. Et ça a cassé la magie, clairement. Et du coup, finalement, quand il est revenu là-dessus un an et demi plus tard, et qu'on s'y est remis, la dynamique n'était plus la même. Et moi, j'ai toujours senti le fait que on va quand même le faire parce que sinon Bruno va pas être content ou tu vois mais finalement je me suis engagé donc je vais le faire mais finalement j'y crois mais j'y crois pas trop et donc du coup tout ça du coup quand tu sens ça en tant qu'auteur c'est pareil, tu continues mais tu t'as plus le même move et donc finalement je pense que même si ce jeu-là je l'aime beaucoup et que je l'assume complètement, je pense que moi-même j'ai eu énormément de mal à communiquer ma passion pour ce jeu-là pour toutes ces raisons-là. Donc, et je pense que ça aura eu aussi un effet sur sa visibilité. Oui, probablement. C'est un jeu, rappelons-le, on va redonner les auteurs à chaque fois, parce qu'il y a Bruno Catala, mais il y a également Florian Siriex sur ce jeu. Anthony Perron, pardon, je dis n'importe quoi, oui, je confonds les jeux. Anthony Perron et Camille aussi à l'illustration. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est évidemment une petite déception. Alors, semi-déception, pardon, excuse-moi. Oui, juste pour rebondir sur le chat, on a Pirol qui nous dit que
ce jeu, si je me trompe pas de commentaires. Je les ai perdus un petit peu en cours de route. Non, c'est pas Pyrrhul, c'est Big Mish qui nous dit qu'il est très sympa, Run Run Run. C'est un peu le Subterra, je sais pas si tu as joué à Subterra. Le Subterra pour enfants, c'est un autre jeu coopératif dans lequel on explore alors pas des catacombes, mais je ne sais, des grottes. Et dans Run Run Run, il y a ce côté coopératif et exploration qu'on retrouve également. Ensuite, j'ai 3 jeux sur lesquels, finalement, c'est une seconde vie qui commence en 2022. Ces 3 jeux, c'est 1001 îles, qui est la réédition légèrement modifiée du Petit Prince. Oui. Donc, 1001 îles, ben, écoute, là, très, très content d'avoir eu cette opportunité de remettre en vie ce jeu-là, qui avait été arrêté simplement parce qu'on n'avait plus les droits de la licence, alors que le jeu marchait bien commercialement. Très content d'avoir enfin un jeu avec Marie Cardois aux illustrations, parce que ben, j'aime son univers, donc c'était aussi une grande chance. Et lui aussi, il est sorti dans ce moment de creux, et on aura fait les 10 000 un peu plus, si tu veux, donc c'est loin d'être un échec, mais ça s'est éteint très vite, et je suis pas sûr que ce jeu va rester sur les étals, malgré ses qualités, parce que ses qualités ludiques, je pense, ont toujours été saluées. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un faux second départ, quoi. 1001 îles, qui est un excellent jeu, qui avait très très bien marché à l'époque, sur la première version, si je me souviens. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Donc du coup, on avait des vraies attentes sur celui-là, puisque ça avait très bien marché. Et en fait, le jeu s'était arrêté uniquement parce qu'on n'avait plus la licence, alors que les ventes étaient là. Mais quand on le ressort sous ce format-là, ça a bien démarré, et puis voilà, quoi. C'est donc il a pas. Enfin, j'ai le sentiment qu'il va pas s'installer, quoi. Au niveau des deuxièmes vies, nous avons aussi la deuxième vie de SOS Titanic. Oui. Qui est arrivé là maintenant publié par Matago. Oui, c'était un jeu qui avait été publié auparavant, si je ne me trompe pas, par Ludonote. Exactement, tout à fait. Co-signé par Ludovic Maublanc. Ludovic Maublanc, exactement. Cette édition est simplement magnifique. Ça aurait été une édition qui aurait été pour moi pleine de souffrance, pas avec Matago, mais avec l'éditeur original américain, puisque ça aurait été jusqu'à être obligé de passer par des avocats, enfin pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Finalement, merci Arnaud Charpentier, qui nous a aidé à dénouer le problème et qui a repris l'édition sous cette forme-là. Donc, je suis très content qu'il existe sous cette forme-là, et je pense qu'il faut, dans ces cas-là, ça mérite de dire merci. Et voilà, donc par contre, là, j'ai aucun chiffre, j'ai aucune idée de comment ça marche. C'est sorti finalement très récemment. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas un gros tirage, il n'y avait pas une grosse prise de risque à ce niveau-là, donc je ne sais pas. Alors, on a quelques commentaires sur le jeu juste avant, quand même. Revenons sur les commentaires. On a Létineroud qui nous dit que la mise en avant à Cannes de 1001 Island, c'est 1001 îles ou 1001 Island en France? C'est 1001 îles en français. Oui. Et c'est 1000 Island en anglais. Oui, bien sûr. Donc il y avait une seule table. C'était la grande période aussi de la sortie de Living Forest. Je suis pas sûr qu'il y ait des résultats de. Moi je suis d'accord avec ça parce que pas par une volonté, oui. Mais à un moment donné où les boutiques commandent moins, chez le même éditeur ou chez le même distributeur, elles vont prendre ce qu'elles veulent absolument, et c'est le moment de l'As d'or, de Living Forest, etc. Et donc, à un moment donné, ce jeu-là, tu continues à le prendre, et puis les autres références, tu les prends pas, t'as pas besoin. Mais tu crois pas qu'il y a un effet aussi de, comme on commande chez cet éditeur, il n'y a pas besoin pour le franco, c'est ce que tu lui dis. Ouais. D'accord. Donc effectivement, en tout cas sur Cannes, il y avait forcément moins de tables sur 1001 îles que sur Living Forest, qui a un succès énorme. C'était tout à fait normal, je veux dire, là, j'ai pas de. Oui. Je dis ça sans animosité, sans grief, sans quoi que ce soit, mais c'est vrai que forcément, chez un même éditeur, si ton jeu il sort en même temps qu'un truc qui fait un méga succès, celui-là, ça va pas l'aider. Ça c'est évident. Et on a un autre commentaire, cette fois-ci de Nouzoul, qui nous dit qu'il aime trop la version avec les dessins de Saint-Exupéry pour acheter 1001 îles. Moi, je suis moins d'accord là-dessus. Je trouve que... Alors ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais je suis pas très fan, moi, du dessin de Saint-Exupéry, de manière générale. C'est vrai qu'il a quelque chose qui tient à l'enfance aussi, parce que forcément, on a tous connu Le Petit Prince quand on était enfant, mais c'est quand même un bien meilleur auteur de livres que dessinateur.
Après, bon, c'est vrai qu'on lui avait demandé à Saint-Exupéry d'illustrer Mille et une îles, mais on n'a jamais eu de réponse. Bah oui, en plus. Non, mais vous avez eu, on en avait parlé, on a fait des vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Oui, On avait parlé des contraintes d'édition qui étaient de se servir de ce qu'avait illustré Saint-Exupéry. Et quand on fait du game design, forcément, c'est pas si évident que ça de pouvoir de se baser sur très peu d'éléments finalement. Autre jeu qui connaît une seconde vie grâce à 2022, c'est enfin Mo. Mo, c'est mon jeu doudou, c'est mon jeu fétiche, c'est le jeu qu'on joue tous les midis avec les copains, enfin sauf ce midi puisque je suis ici. Ouais. Désolé, pardon. Ouais, mais grave, hein, mes potes, hein, je te dis. Et donc, je suis très heureux. Cette fois-ci, c'est illustré par Cyril Bouquet. Et voilà, donc c'est reparti sans faire grand bruit parce que l'éditeur communique très peu de façon générale. Mais par contre, comment dire, les quelques retours boutiques que j'ai sont plutôt bons. Donc je suis content vraiment que cette deuxième vie arrive à nouveau. Le jeu, j'en ai profité pour rajouter les petites nuances de règles qu'on a, nous, poncées au fur et à mesure des années. Donc, d'ailleurs, il y a une vidéo du chalet Oui. Qui parle de ça. Donc, ça permet d'aller voir si vous êtes intéressé plus. Mais voilà, donc ça, là, pour moi, ça fait partie des sujets sur lesquels je suis content. Voilà, c'était une nouvelle collaboration avec Hurricane, grâce à toi Bruno évidemment. Je te remercie à chaque fois de nous soutenir en réalisant des vidéos chez nous également, et je pense qu'elle dévoile très bien, si vous ne connaissez pas encore Homo, ça vous montre très bien comment ça fonctionne et l'ambiance qu'il peut y avoir autour d'une table. Merci à Antares qui a donné le lien dans le chat. Parfait. Maintenant, donc, de quoi j'ai parlé? Ça, c'est fait. Oui, au niveau des vraies satisfactions, maintenant, sur des trucs sur lesquels tu te dis, waouh, ça c'est cool. Kudo. Kudo avec Ludovic Maublanc, illustré par Camille Chaussy également. Et Kudo, c'est remarquable parce que c'est un jeu qui est porté par un éditeur atypique. Quand je dis éditeur atypique, c'est Offline Edition, et c'est quelqu'un qui vient pas du monde du jeu à la base et qui s'est lancé et qui a eu cette envie et qui met une dynamique folle pour faire des choses différentes. Il le fait pas pareil que tout le monde. Ça peut parfois irriter certains, mais c'est toujours fait avec passion, c'est toujours fait avec foi. Et le bilan de ça, c'est que ce jeu, sur lequel il se distribue lui-même, oui. Eh ben, sur une année, uniquement sur France, on a dépassé les 10 000 exemplaires. Ouais, ce qui est extraordinaire. Et donc, c'est vraiment, moi je dis bravo. En plus, le matériel, je crois on peut penser ce qu'on veut du jeu, on l'aime pas, etc. Mais par contre, quand on ouvre la boîte, l'effet waouh au niveau du matériel, c'est du jamais vu dans cette gamme de prix. Et je pense que ça a toujours fait sa sensation, quoi. Et c'est aussi, donc, là, alors c'est pas une réédition d'un ancien jeu, mais c'est retravaillé d'une mécanique qui existait déjà avant. Alors en fait, c'est ce qu'aurait dû être le jeu initial. C'est-à-dire qu'avec Ludo, on avait fait un jeu qui s'appelait Darts, en fait, parce que l'idée de base de ce jeu, c'est le mécanisme du cricket aux fléchettes. Oui. Qui a été transformé en jeu de dés. Et du coup, notre prototype initial, c'était ça. Et puis, pour tout un tas de raisons, c'est devenu chez Matago, de Matago Canal Historique de l'époque, c'est devenu Desperados of Dice Town. Ce qui à la fois semblait une bonne idée, mais qui finalement s'est pas transformé non plus comme un vrai succès parce que peut-être trop de produits Dice Town, peut-être que c'était à la fois trop proche et pas, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça. Et puis surtout avec beaucoup trop de matériel sur la table. Alors que le jeu, c'est un roll and write tout bête, entre guillemets, tu lances des dés, tu coches des cases. Donc là, il y avait trop par rapport à ce qu'on était en train de faire. Et du coup, ben oui, des années plus tard, on l'a repris sous sa forme initiale, sauf qu'au lieu de mettre un jeu de fléchettes de barres, on a transformé ça en jeu de tir à l'arc. Oui. Ce qui nous a permis d'avoir tout cet habillage de Camille que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, il est très réussi graphiquement. Quand tu parles de Matago Canal Historique, Matago, c'est un éditeur qui s'est splitté en deux. Il y a une partie qui est devenue, d'une certaine manière, en tout cas par le biais d'Hicham, qui est devenu Studio H, et puis une autre partie qui est restée Matago. Dice Town est toujours un jeu qui est... il est encore édité, Dice Town, actuellement? Oui, tout à fait. Dice Town fait partie des jeux qui sont toujours sur les étals. Et qui est chez Matago, donc. Exactement. Donc Kudo, voilà, très content. Et il y a également une vidéo sur notre chaîne, vous pouvez la retrouver. Oui, bien sûr. Au niveau des grosses satisfactions aussi, Orichalk. Alors, donc, avec Johan Goupy chez Catch-Up. Le jeu est très jeune, donc je ne sais pas où est-ce qu'il finira en termes de vente et tout ça.
Par contre, le démarrage sur un jeu de ce format-là et tout ça, le démarrage semble bon en tout cas. Et surtout, ce qui me remplit de joie, c'est les commentaires des joueurs. Parce que moi, je suis très sensible à ça. Je regarde comment le jeu est apprécié et tout ça. Et franchement, jusqu'à là, tout ce que j'ai lu est plutôt enthousiasmant. Donc, ça fait plaisir d'avoir le sentiment d'avoir été compris, en fait, d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. On verra bien. Et je pense que celui-là, celui-là, en tout cas, il va continuer sa carrière sur 2023. Puis on verra bien jusqu'où il ira. C'est un jeu très élégant, assez simple finalement, parce que c'est des parties qui se jouent très rapidement. Et nous, on a beaucoup apprécié au chalet. C'est vrai que c'est un jeu qu'on aime sortir. 45 minutes de jeu, en réalité, avec des sensations qui sont quand même... qu'on aime bien, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mes goûts personnels, c'est pas un format d'avis, mais bon. On a eu un coup de cœur sur Orichalk. La vidéo est disponible sur notre chaîne. Ensuite, la super bonne surprise, même si je croyais beaucoup au jeu depuis le début, mais c'est dans cette intensité-là, j'imaginais pas ça, c'est Sea Salt and Pepper. Oui, là c'est des grosses ventes, c'est un gros résultat en termes de... gros succès. Écoute, Sea Salt and Pepper, déjà, il faut revenir à ce que c'est. Sea Salt and Pepper, c'est un petit jeu de cartes dans une petite boîte, pas cher, et donc c'est typiquement le genre de truc ça peut passer totalement inaperçu. Quelle que soit la qualité du jeu, je veux dire, ça peut passer totalement inaperçu. C'est un jeu de type Rami d'aujourd'hui, on va dire. C'est un Rami dépoussiéré avec des effets, des trucs, etc. Si je caricature un peu. Donc, voilà. Par contre, quand moi je joue, parce que, en fait, j'arrête plus. J'enchaîne les parties. Pour moi, c'est véritablement addictif. Et manifestement, ça a fait ça à beaucoup de monde. Et donc, du coup, l'éditeur avait... sans rentrer dans des grands secrets, l'éditeur, il avait fait un premier tirage de 7500 boîtes. Oui. Et moi, déjà, je me disais, 7500 boîtes, j'espère qu'on va les faire, tu vois. Oui, parce que c'est une petite boîte originale dans le graphisme, en plus. On rappelle que c'est co-signé par Théo Rivière. Je reviens sur Orichal, c'était co-signé par Johan Goupy également. Et c'est surprenant quand on a vu le jeu arriver. Moi, je l'ai souvent raconté. C'est un jeu auquel j'ai pas accroché sur la toute première partie, mais que j'ai appris à aimer après. Et même, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce jeu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on avait communiqué un peu en amont notre passion pour ce jeu-là. Tu vois, quand je parle de dynamique et tout ça, d'envie, tout ça, je pense que ça joue. Et puis, on a fait le pari, et ça, c'est un pari gagnant ici, de le mettre sur BGA avant sa sortie. Et donc, les gens ont commencé à l'expérimenter et se sont rendus compte de ce que c'était, finalement. Et sans doute que ça les a aidés, pour certains, à comprendre ce système de score qui n'est pas si simple que ça, alors que le jeu lui-même est très simple. Et du coup, en fait, le jeu, il est arrivé, les 7500 boîtes, 3 jours après, il n'y en avait plus en stock. 3 jours. Ouais, 3 jours, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, il y en avait dans les boutiques. 3 jours au niveau du distributeur. Oui. C'est-à-dire que les entrepôts du distributeur ont été vidés en 3 jours. Donc là, je t'avoue que celle-là, on ne l'attendait pas. Tu vois, on pensait avoir le temps de réimprimer. La grande chance, c'est que du fait de ce format-là, et plus une boîte métal, un petit format, que du papier et tout ça, en fait, le jeu est produit en Europe. Ce qui veut dire qu'il a pu revenir en stock largement avant Noël, sinon, autrement, on était mort. L'éditeur, il a réimprimé, je ne sais plus combien, mais plus de 12 000 boîtes, je crois. Et elles sont reparties en l'espace de rien de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être aux alentours de un peu plus de 20 000 ventes, et ça continue. Et donc, du coup, on continue à faire des tirages, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, pour moi, c'est une super réussite à ce stade-là, au stade d'un jeu de ce genre-là. Je suis hyper content. Oui, c'est un très gros succès. C'est un jeu, effectivement, sur BGA, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment une interface sur laquelle on peut jouer très rapidement et enchaîner les parties, alors qu'autour d'une table, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir déjà les joueurs et puis prendre du temps pour pouvoir jouer. Et puis, le dernier jeu dont je vais parler pour 2022, si tu veux, et puis je pense que c'est difficile de ne pas en parler, c'est Splendor Duel. Oui. Parce que Splendor Duel, là aussi, pour moi, c'est une chance. Je veux dire, quand on vient de chercher un auteur et un éditeur pour travailler sur une IP, comme on dit, comme sur une licence aussi forte que Splendor, c'est forcément une chance.
Après, bon, c'est pareil, je ne vais pas refaire la vidéo qu'on a faite ensemble, mais c'est évidemment pas facile, dans le sens que il faut vraiment... Enfin, je veux dire, le challenge n'est pas gagné d'avance. Et donc, à chaque fois, quand tu fais ce genre de choses, tu te dis, est-ce qu'on va être compris? Est-ce que, parce qu'il suffit que les 3 ou 4 premiers avis de leaders d'opinion soient du genre, bah ouais, de toute façon, pourquoi ils ont fait ça? Splendor, ça jouait déjà très bien à 2, puis ça, c'est pas mieux. Et puis ton jeu, il est mort. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil, les retours ont l'air vraiment enthousiastes et les ventes, j'ai pas les chiffres, mais les ventes sont manifestement très importantes. Donc, bah voilà. Donc là, je pense que, enfin, sans m'avancer beaucoup, comment dire, le palier 100 000, il va être atteint. C'est à peu près certain. Ce qui est donc un énorme succès. On revient sur le chat. On revient sur le chat parce qu'on a quelques questions. Alors Big Mich, ça a été répondu, mais on va quand même citer sa question. Il nous demande si quand quelqu'un a annoncé dernière chance dans le jeu Sea Salt and Pepper, est-ce qu'on peut encore piocher dans la main de cet adversaire-là? Non, parce qu'il pose toutes les cartes sur la table. Donc à partir du moment où il annonce dernière chance, vous ne pouvez plus piocher dans sa main. Je vois que Maelstrom 18 a donné la bonne réponse. C'est tout à fait normal, car c'est mon fils. Voilà, exactement. Donc voilà, mais c'est là quand vous avez des points de règle, alors déjà vous pouvez poser des questions effectivement, y compris sur notre vidéo, on a de temps en temps des gens qui posent des questions de points de règle quand on les connaît, c'est pas toujours le cas, mais quand on les a de tête, on peut y répondre. Mais surtout une partie effectivement sur Board Game Arena permet d'évacuer toutes les questions qu'on peut se poser. C'est très pratique d'avoir ce genre de site et sur un jeu comme Sea Salt and Pepper, ça s'y prête complètement. On a une autre remarque, faut que je les retrouve parce que on avance un petit peu. Que Board Game Arena, c'est un peu l'avenir du jeu de société. J'ai vu passer cette remarque-là. Alors, l'adaptation d'un jeu directement sur Board Game Arena avant sa sortie, c'est pas tout à fait nouveau en réalité. Ça date d'il y a un certain temps, puisque de mémoire, je crois que c'était le cas de Seasons. Et Seasons, c'est un jeu qui commence à dater maintenant. Et Seasons, c'est le cas. Et moi, j'ai fait autre chose, c'est-à-dire j'ai fait une adaptation d'un jeu qui n'était même pas signé. Et dont on va parler. Oui, dont on va parler, qui s'appelle Insert. Donc voilà. Non, là c'est pareil. Les plateformes de type BGA, parce qu'il n'y a pas nécessairement que celle-là, hein, mais celle-là c'est la plus populaire aujourd'hui. Là aussi, pour nous, ce sont des outils. Et ce sont des outils dans lesquels ça serait bien dommage qu'on s'en serve pas. Donc voilà. Après, j'ai 2 autres petites sorties, si tu veux, qui sont moins ambitieuses sur 2022 que je vais simplement citer. Il y a eu Monster Clash. Oui. Donc Monster Clash, ça a été un jeu, en fait c'est Kudo, mais uniquement pour le marché coréen et asiatique. Chez Mandu Games. Chez Mandu Games, etc. Donc là, c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'éléments à donner sur son succès ou pas là-bas, mais en tout cas, je suis très content, là aussi, d'avoir fait cette expérience de dire, bah tiens, j'ai un jeu, le même jeu peut être différent sur chaque marché, en fait. Et ça te fait un jeu de plus avec Ludovic Maublanc, c'est très bien. C'est ça, en plus. Et puis le dernier petit truc, c'est l'extension de Sobek, donc les trésors du pharaon. Alors j'ai pris le visuel que du jeu de base, là, je me trompe pas, mais c'est pas grave. Mais effectivement, voilà. Il y a une petite extension qui est sortie. Avec Sébastien Pochon, et là, c'est pas anecdotique du tout, parce que vous pouvez la jouer sur BGA, elle existe sur BGA, vous allez vous rendre compte, et puis je pense que dès que vous aurez fait 2-3 parties avec, vous allez vous dire, bah non, mais moi je veux plus jouer au jeu d'avant. Donc ça, moi j'aime bien ce genre de truc. Il n'y a que quelques tuiles qui se courent après, mais ça change vraiment ton regard sur les choix que tu vas faire tour après tour, donc ça te redonne une vraie vie au jeu, quoi. Voilà, et puis ça c'était les sorties 2022, et puis il y a des choses qui se sont passées pendant 2022, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont continué leur vie sans faire de bruit. Oui. Et par exemple, c'est le cas de Jamaïca. Jamaïca, c'est pas un jeu dont on parle au quotidien, ainsi de suite, mais Jamaïca, c'est un jeu qui, année après année, c'est ce qu'on appelle un long seller. Et il est devenu manifestement une sorte de référence du jeu familial, et servi par ce matériel-là, donc qui fait que, alors qu'il a plus de 10 ans, il est pas du tout démodé en termes de visuel. Donc ça, c'est bravo Sébastien Pochon, parce que c'est son travail. Donc très très content que ce jeu continue sa carrière sans faire de bruit. Et puis un autre jeu qui continue sa carrière sans faire de bruit, c'est Vélonimo. Ah, Vélonimo. Là, on est en train de fêter le 100 millième exemplaire. Et donc là, quelle aventure pour un jeu sur lequel on a fait 500 boîtes comme ça en se disant on ne sait pas où on va, quoi.
Et qui reste alors c'est un éditeur, on a parlé de Kudo qui est un éditeur particulier puisqu'il développe ses jeux un peu tout seul dans un circuit qui est le sien, en fait il n'y a pas de distributeur derrière. Velonimo, il y a un distributeur derrière maintenant, mais ça reste aussi un éditeur qui a peu de jeux à son actif, qui en fait quelques-uns et qui a fait ce pari-là autour d'un jeu sur un thème qui n'était pas si évident que ça, qui rencontre un gros succès parce qu'il est très bon tout simplement. C'est une excellente un jeu de la famille du jeu du président, mais avec évidemment des mécaniques qui sont complètement différentes. Non, mais c'est donc du coup, bah voilà, belle aventure. Et puis ça m'aura permis cette année de passer une journée avec l'orange à la mer. Ah oui, exactement. Et ça, quand même, ça pour moi, ça a quand même été un moment intéressant, enfin très agréable de cette année qui vient de se passer, quoi. Parce que quand tu es fan de vélo, comme je peux l'être, et puis que t'as regardé, t'as vibré devant les exploits de ce coureur pendant les années où il était en exercice, avoir l'opportunité d'une journée complète, d'aller manger avec lui après, et ainsi de suite, et de discuter de tout un tas de trucs, c'était super cool, quoi. Et on a vu passer les photos sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça avait l'air d'être un moment assez intense. C'est le plaisir du jeu de société, c'est le plaisir de rencontrer des gens. Ça peut être de simples joueurs et c'est tout aussi agréable. Et puis parfois, il y a des rencontres particulières qu'on n'attendait pas forcément. Si j'avais la chance de pouvoir croiser Michel Jonas, moi, dans ce milieu, je serais tellement content. J'ai déjà croisé Bruno Catala, donc vous voyez, je suis ravi. Donc voilà un petit peu, ça c'était le bilan 2022. Puis maintenant, je peux dire quelques mots sur quelques perspectives 2023. Oui, c'est ce qu'on attend tous, nous, en tant que joueurs, parce qu'on est très curieux de découvrir les jeux que tu sors. Je dois dire, Bruno, que je suis assez content aussi de faire ce format-là avec toi, ce retour sur ta création, parce que je pense que tout le monde sera d'accord sur le chat. Les jeux dont tu viens de nous parler sont des jeux qui ont marqué l'année. Il y en a quelques-uns, et on a lu les commentaires au fur et à mesure. Vous les voyez pas forcément sur YouTube, mais ce sont... Ces commentaires-là reviennent beaucoup sur c'est mon jeu préféré, c'est un jeu que j'ai acheté, c'est un jeu que j'ai découvert cette année et auquel je rejoue régulièrement. C'est une belle année créative. Parce que j'ai payé les gens sur le forum. Mais en fait, c'est rassurant aussi de voir qu'il est possible d'avoir une activité créative aussi dense, aussi intense, et qui se renouvelle, puisque c'est pas tes premiers jeux. Je me permettrais... Non, alors il faut être aussi très clair, c'est que si cette expérience se renouvelle un peu, c'est aussi grâce au fait que de mes co-auteurs. Mais oui, bien sûr. Clairement. Moi, c'est un choix que j'ai fait depuis tout le temps, depuis longtemps, de ne pas rester seul, d'alterner en tout cas le plaisir de la création solo et le plaisir du partage. Et je pense réellement que pour moi, ça me permet de sortir en fait de mon cerveau, de sa zone de confort et d'aller explorer des zones où je ne serais jamais allé tout seul. Et donc, du coup, ça, pour moi, ça contribue à cette richesse-là. Et je dois beaucoup à mes co-auteurs. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on ne les oublie pas quand on cite mes jeux. Et c'est pour ça, alors moi, que j'insiste sur... C'est pas par hasard que je cite cette année-là particulière. C'est parce qu'on a eu aussi des conversations sur... des questions de à quoi bon continuer à créer. Je sais que tu reviens régulièrement sur ce genre de thème. Je pense que ce bilan de l'année, c'est une réponse à ces interrogations-là. Et c'est aussi rassurant pour nous tous de se dire on peut continuer à créer des choses et réussir à faire des choses qui comptent en réalité. C'est aussi pour ça que je fais cet exercice, c'est que ça, quelque part, ça me donne de l'énergie. C'est aussi pour ça que à chaque salon, quand par exemple les deux grands salons où je vais chaque année, qui sont Cannes et puis Essen, à chaque année, j'ai un mélange de dire à quoi bon continuer parce qu'il y a tellement de nouvelles sorties, tellement de jeux qui sont intéressants, qui sont de qualité que tu te dis mais qu'est-ce que je vais rajouter là-dedans? Et puis en même temps, j'ai plein de témoignages de gens qui viennent vers moi, qui viennent m'expliquer que ce que je fais est important pour eux. Alors déjà, moi, je sais que c'est important pour moi. Donc déjà au premier degré, je le fais pour moi, clairement. Voilà. Mais quand en plus tu sens que c'est important pour d'autres et que c'est pas simplement de la flagornerie, que tu sens qu'il y a de la vraie sincérité là-dedans, tu te dis en fait, ça me donne de l'énergie pour aller de l'avant, pour continuer encore. Et moi, je trouve rassurant, en fait, mais pour l'ensemble des gens qui créent des choses, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être en vidéo, c'est les gens qui font des vidéos sont aussi des créateurs, ça peut être des auteurs, ça peut être des éditeurs. C'est rassurant de se dire qu'on peut mener de longues carrières,
pardon, je veux pas, je veux pas aborder le thème de l'âge, mais c'est pas la question en réalité. Mais c'est simplement le fait de pouvoir continuer à créer en ayant toujours cette effervescence, ce côté absolument passionnant. Et tu animes le monde du jeu, Bruno. Donc on est rassuré et on a besoin d'avoir des figures comme ça qui nous accompagnent. Ouais, il y a une belle relève. Hein. Il y a Ludovic Maublanc qui nous dit que tu as fait un casting pour le remplacer, en citant les nombreux co-auteurs de l'année. Il est hors de question que je remplace Ludovic Maublanc. Ah là là. Non. Et donc, sinon, voilà. Donc, perspective 2023. Donc, le tout premier dont je vais parler, c'est Lumen. Ah, alors là, ça y est, on va rentrer dans le thème des jeux qui vont nous arriver en 2023 et sur lesquels on va, pour certains, réaliser des formats, puisque Lumen, on va en parler. Alors, je ne sais pas si on en parle dès ta venue en janvier, Bruno, si c'est au programme, je me souviens plus. Mais oui, c'est fort probable, parce qu'il y aura Corentin Lebras qui sera au chalet également. Non, mais je m'y perds un peu dans les projets. Donc, Lumen, c'est un jeu avec Corentin Lebras et qui va sortir chez Lumberjack Studio. Et en fait, ce jeu, il a ceci de particulier qu'il reprend le système Roll and Write de Trek 12, mais pour faire quelque chose de très différent. C'est-à-dire que là, c'est un Roll and Write qui vient driver un jeu d'affrontement sur plateau modulaire. Une sorte, pour caricaturer et fixer les esprits, on fera la vidéo en détail dans 15 jours, une sorte de Small World, on va dire, qui est animé par un Roll and Write. Ah oui. Tu remplis ta fiche. Quand tu fais des zones, ça te permet de faire popper des renforts. Quand tu fais des chaînes, ça te permet de les bouger et d'activer leurs pouvoirs spéciaux avec des scénarios, etc., etc. Et donc, du coup, alors moi, j'ai pas une connaissance, même si je regarde ce qui se passe, j'ai pas une connaissance exhaustive du monde du jeu parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de savoir qu'est-ce qui existe, qui fait quoi et tout ça. Mais j'ai le sentiment que ça n'existe pas aujourd'hui. Peut-être je me trompe, mais voilà. Donc du coup, on est très excité par cette aventure en tout cas. Et puis, donc c'est un pur jeu à deux, hein, évidemment, puisque là c'est un jeu d'affrontement. Et puis, on va venir vous partager ça tout bientôt. Alors, on a hâte de vous recevoir au chalet, de retrouver l'équipe de Lumberjack, de retrouver Corentin Lebras qui n'est pas venu depuis... ça fait 1 an maintenant qu'on ne l'a pas revu. Toi, Bruno, je t'ai vu. Je t'ai vu il y a assez peu de temps. Mais voilà, ça sera un rendez-vous important. C'est au programme des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est évidemment ravis de pouvoir découvrir ce jeu. Autre gros morceau pour nous, avec Ludovic Maublanc cette fois-ci en 2023, c'est Cyclades. Alors, Cyclades, tu m'as envoyé plusieurs visuels. Je remonte la boîte de Lumen. J'ai envoyé plusieurs visuels parce que pour l'instant, on est en work in progress, comme on dit. Puisque Cyclades va s'appeler probablement, c'est pas officiel encore, mais Cyclades Legendary Edition, puisque ça va être un Kickstarter dans lequel Ludo et moi, on a souhaité, reprendre le système de jeu, mais le retravailler pour faire un jeu plus dynamique, plus rapide, en gardant tout ce qui nous plaisait beaucoup dans l'ensemble de l'univers Cyclades et ses extensions. Pour le remettre au goût d'aujourd'hui, tout ça. Et pour un jeu de 2 à 6 joueurs, avec cette fois-ci une règle à 2 qui pour moi, bien meilleure que ce qu'elle était dans le jeu initial. La possibilité de jouer en équipe, voilà. Donc actuellement, là, les images que vous voyez défiler sont des images work in progress, ça ne sera pas forcément tout à fait ça, mais c'est la préparation du Kickstarter qui sera lancé dans quelques semaines, je ne sais pas la date exactement. Donc, un Kickstarter lancé cette année pour une production soit fin d'année, début d'année prochaine, sans doute. Voilà, donc c'est un jeu forcément qui a été adoré par les joueurs parce qu'on en a beaucoup parlé. Il avait été sélectionné au Festival des Jeux de Cannes lors de sa sortie il y a une dizaine d'années maintenant, si je ne me trompe pas. Facilement. Ouais, un peu plus même, je crois. Hein. Puisque je ne crois pas que j'étais dans le jury à cette époque-là. J'ai un doute, je ne me souviens plus. Mais si, il me semble que j'étais peut-être... Enfin, 2011, quelque chose comme ça. Ça remonte un petit peu. Ouais. Et c'est un jeu aussi dans un style de jeu qui est finalement pas si... Il n'y a pas eu tellement de remplaçants à Cyclades. De jeux dans la même catégorie, plus exactement, parce que c'est très inélégant de dire remplaçants. Mais il y a peu de jeux dans cette catégorie-là. Des jeux dans lesquels on va s'affronter sur un plateau avec cette tension qui est générée autour du plateau. Les parties sont un peu raccourcies par rapport à ce qu'était le Cyclades d'avant, plus dynamique. J'ai eu la chance d'y jouer. Le premier twist, pas Twitch,
Le premier twist que je peux donner, c'est que en fait, ce qui nous a marqué avec Ludo, c'est que nous, le Cyclade de base, on l'avait nous-mêmes conçu pour être un jeu plutôt rapide. Et on s'est rendu compte que les gens, ils y jouaient 3 heures. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que beaucoup ne supportent pas l'idée de se faire voler une métropole par le combat. Et donc, du coup, ils ne construisent pas les bâtiments. Et les bâtiments, tu ne les construisais que si tu acceptais de les payer. Et donc, du coup, ça mettait une fin qui était super dynamique, mais avec 1 heure et demie de départ sur lequel il se passait finalement, tu faisais des trucs et des machins, mais il ne se passait pas grand-chose. Et donc, du coup, en fait, là, maintenant, on peut le voir sur le dieu qui est à l'écran. En fait, le bâtiment, quand tu prends un res, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le construire. Et donc, à partir de là, les métropoles, elles arrivent beaucoup plus vite. Et à partir de là, la dynamique du jeu et la tension qu'il y a, elle est là immédiatement. C'est comme on se le dit des fois entre auteurs, c'est que quand tu fais un projet, un prototype, par exemple, qui va durer 1 heure et dans lequel uniquement le dernier quart d'heure est excitant, tu n'as qu'à faire le jeu où tu joues uniquement le dernier quart d'heure, en fait. Voilà, alors on a sur le chat Plexis qui nous demande de décrire Cyclade. On va pas le décrire complètement là, mais pour le résumer très rapidement, c'est un jeu qui a effectivement un aspect de course dans la mesure où il faut obtenir la condition qui permet de déclencher la victoire, mais les autres joueurs peuvent vous contrer, vous essayez de vous bloquer si jamais on voit que vous êtes sur le point d'atteindre la victoire. Et c'est ce qui rendait le jeu particulièrement long parfois avec certains joueurs sur la version précédente. Là, on avance inexorablement vers la fin, quoi qu'il arrive. Et puis c'est un jeu dans lequel il y a un aspect auquel je tiens beaucoup, moi, qui est un aspect d'enchère dans le choix des dieux qui sont présentés ici. Cet aspect-là, vous connaissez les mécaniques d'enchère, elles créent une certaine forme d'interaction entre les joueurs, stratégie, tactique, mais qui fait que Cyclade sur ce plan-là ne ressemble pas à plein d'autres jeux. Et on a Nuzul qui nous cite notamment Monumental, qui est un jeu qui lui fait un peu penser à Cyclade dans la sensation, alors qu'il est beaucoup plus gros. Monumental, c'est pas le même type de jeu, mais cet aspect d'enchère particulier lui donne aussi une saveur à laquelle je tiens particulièrement. Donc voilà, donc ça c'est un gros projet quand même, qui me prend du temps actuellement. Un autre projet, c'est Moon River. Juste avant, Bruno, on a Oncle Shut CG, j'essaie de le dire le pseudo, qui nous demande si les cartes sont rééquilibrées dans la nouvelle version. Vous avez retravaillé le jeu de manière générale. On a retravaillé le jeu, mais les cartes ne sont pas particulièrement rééquilibrées. Les cartes sont faites pour avoir des effets qui ne sont pas tous identiques, qui n'ont pas tous la même intensité, qui sont plus ou moins violentes. Et en fait, comme d'habitude, si tu veux vraiment quelque chose, tu n'as qu'à payer. Et une autre question. Donc, l'argent est le nerf de la guerre. Oui. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as qu'à mettre la mise, tu n'as qu'à te foutre à poil au niveau financier pour avoir la carte que tu veux, et puis tu l'auras payé cher. Et donc, l'équilibre, il est au travers du système de mise. Il n'est pas dans ce que toutes les cartes sont flat en termes d'effet. Oui, c'est le système aussi, oui. Le système central, c'est celui que j'aime bien, c'est celui qui rend le jeu particulièrement tactique. On a une autre question, pourquoi un KS alors que c'est un jeu d'auteur reconnu? Je trouve que c'est pas lié à la notoriété des auteurs. C'est pas lié à la notoriété des auteurs, c'est lié simplement au volume de travail qu'il y a à fournir et à produire pour faire un jeu de ce genre-là, qui fait que l'éditeur a besoin de pouvoir se garantir financièrement avant de le lancer en production. Et on a Bugs90 qui nous dit que c'est plus Mare Nostrum qui l'alterne avec Cyclade en termes de sensations. C'est vrai que Mare Nostrum, le jeu de Serge Laget, on y est pas mal attaché. Il a un peu vieilli sur certains aspects quand même, Mare Nostrum, notamment dans la longueur des parties. Il a un peu vieilli. Non, me Serge pas du tout. Mais Mare Nostrum a un peu... C'est un jeu qui est très long aussi, donc ça colle moins... aux joueurs aujourd'hui. Par contre, ça n'enlève rien aux qualités du jeu, et Bugs, s'il y joue régulièrement, c'est qu'il connaît sans doute ce jeu depuis un certain temps également. Moi aussi, j'y ai beaucoup joué, ça a été un de mes grands classiques pendant très longtemps. Ouais. Donc j'enchaîne sur Moon River. Donc Moon River, c'est un jeu avec Johan Servet, donc un auteur haut-savoyard comme moi. Et ça sera chez Blue Orange pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il s'agit d'un nouveau King Domino. Oui. Alors, c'est un King Domino, mais avec 2 twists. King Domino, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on assemble des dominos pour faire des points avec des surfaces, un nombre de cases multiplié par un nombre de couronnes. Dans Moon River, il n'y a plus de dominos. Premier twist. En fait, il n'y a plus de dominos parce que tu as des morceaux de dominos qui sont, comme on peut le voir, le deviner sur la couverture, qui est le projet de couverture qui est là, qui sont des pièces de puzzle.
Et donc, du coup, tu vas récupérer des demi-dominos pour les assembler toi-même et te faire ton paysage avec ça. Donc déjà, ça veut dire que d'une partie à l'autre, tu n'auras jamais la même distribution de dominos. Donc ça, c'est un premier twist qui déjà change énormément les choses. Ensuite, on part pas d'un château central, mais comme on est dans un univers Far West, on part de la rivière et on va conquérir les terrains derrière. Donc il y a un peu un côté ruée vers l'ouest, entre guillemets. Bon, ça, c'est un peu plus cosmétique, mais malgré tout, ça change la dynamique du jeu. Et le deuxième twist, c'est qu'il n'y a plus de couronne. Par contre, il y a du bétail sous forme de meeple vache. Et en fait, à la fin, dans chaque champ, ça fera nombre de cases multiplié par nombre de bétail. Sauf que du coup, tu vas pouvoir avoir des cow-boys qui te permettent de déplacer tes vaches. Et donc, pendant la partie, tu vas devoir déplacer tes troupeaux dans les champs les plus avantageux. C'est ces deux twists-là qui font que ce jeu-là, finalement, oui, c'est toujours un King Domino, mais finalement pas tant que ça. Et en tout cas, c'est réellement une expérience de jeu qui est suffisamment différente à mon avis. Et c'est un jeu auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer. Effectivement, les sensations ne sont pas les mêmes. Il y a eu déjà quelques King Domino, je pense que... Alors, notamment des King Domino qui permettent de rajouter pour les grands amateurs, ceux qui font tourner le jeu tous les jours, comme tu le fais peut-être sur Mo, Bruno, ceux qui aiment bien rejouer au même jeu en boucle. C'est vrai qu'on a besoin de renouvellement. Là, vraiment, clairement, on est sur un autre jeu. Ouais, c'est un autre jeu. Et d'où le fait que le titre King Domino n'apparaît pas pour l'instant sur l'ébauche de... Alors en fait, si tu vois là, dans la couverture qui reste un work in progress, c'est marqué King Domino Game System en dessous. Donc, mais là, pour l'instant, est-ce que ça restera comme ça? J'en sais rien. Là, c'est du travail en cours. Mais voilà, ça permettait de supporter l'échange. On est sur une sortie pour l'automne? Probablement, ouais. Autre jeu, Insert, un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Alors là, vous allez voir une image. Cette image, ne vous y attachez pas. C'est un work in progress et c'est pas du tout que ça va rester comme ça. Hein. Là, ça fait partie. En fait, l'éditeur est en train de faire. L'éditeur, c'est Funforge. Oui, on remercie Funforge de nous avoir autorisé à montrer cette image. Et ils font tout un tas de. Ils sont en train dans une suite de recherche graphique pour trouver la forme qui leur semblera la plus adaptée par rapport à ce jeu-là. Donc, pour l'instant, c'est pas... Enfin, là, ne vous attachez pas à cette image-là. C'est juste là aussi un support pour pouvoir discuter du jeu. L'édition est enfin en cours. C'est normalement pour cette année. Et c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que vous savez à quel point je suis fan des jeux abstraits pour 2 joueurs. Que celui-ci, c'est pareil, j'en ai fait 2000 parties. Donc je continue à y jouer. Et ce qui me fait plaisir, on parlait tout à l'heure de BGA, c'est que le jeu n'a pas d'existence physique aujourd'hui. Et pour autant, sur BGA, il s'en est joué 200 000 parties. Ce qui démontre bien qu'il a quand même quelque chose de particulier, parce que là, personne n'est en train d'y jouer pour me faire plaisir, quoi. Et c'est pas la même personne qui a fait les 200 000 parties, donc c'est dire... ou alors il est schizophrène. Mais c'est un jeu qui peut s'affirmer comme un classique du jeu abstrait, puisqu'il a... une identité propre, il a aussi une mécanique qui ne ressemble à aucune autre. C'est très particulier, la réflexion. Moi, je ne sais pas du tout jouer à Insert. J'ai essayé plein de fois de suite. Je suis extrêmement mauvais sur ce jeu. Et fasciné par ceux qui arrivent. La mécanique, Martin, elle ressemble à aucun jeu récent. Oui. Mais par contre, cette mécanique de l'insertion, en fait, elle vient, dans ma tête, elle vient d'un jeu traditionnel malgache qui date de l'Antiquité, qui est le Fano, je vais le prononcer mal, le Fanorona, le Fanoroma, enfin un truc comme ça. Et c'est un jeu dans lequel tu fais de la prise. Là, en fait, tu retournes pas les anneaux, mais tu fais de la prise par insertion. C'est-à-dire que quand tu viens te mettre au milieu d'un groupe, tu prends tout ce qu'il y a sur la ligne. Et en fait, cette mécanique-là que moi j'avais lu dans un truc sur les jeux antiques, alors que j'avais une vingtaine d'années, ça m'est resté dans la tête et je me suis toujours dit, il y a quelque chose à faire avec ça un jour. Mais bon, il m'aura fallu 40 ans, quoi. Donc voilà. Donc, et puis le dernier jeu dont je vais parler, sur lequel tu n'as pas d'image, mais par contre, sur lequel moi j'ai la boîte de mon prototype, donc ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi. Ça s'appelle Castle Rossignol. Ça sera, et c'est un éditeur avec qui je n'ai jamais travaillé encore, ça sera chez Sandcastle. Ah, un éditeur... alors, tu n'as jamais travaillé avec Sandcastle Games? Peut-être, mais tu as déjà travaillé avec Days of Wonder, parce que... J'ai pas dit que je les connaissais pas.
Ce sont évidemment, il y a une parenté évidente puisque l'éditeur Cyril Dejean est un pilier de Days of Wonder à l'origine. Exactement. Et c'est un travail à 6 mains, ou à 3 têtes plutôt, avec Eliette et Jérémy Frel, qui sont des auteurs haut-savoyards, parce que là maintenant on commence à avoir un petit melting pot ici qui est fort sympathique. Et c'est un jeu qui est basé sur la thématique des planchers rossignols. Alors, c'est quoi les planchers rossignols ? Ce sont des planchers dans des châteaux médiévaux japonais qui, quand tu marches sur certaines lattes, émettent un bruit qu'on peut assimiler à un cri d'oiseau, un chant du rossignol. La légende dit que on s'en servait pour repérer les intrus qui voulaient s'introduire la nuit dans les châteaux. Est-ce que c'est avéré ou pas ? On n'en sait rien. Nous, on a construit un jeu là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on a un joueur ninja qui essaye de s'introduire furtivement la nuit dans le château, pendant que le garde, lui, est en train de piéger les planchers pour essayer de le faire sonner au bon endroit et de le choper. Donc, en fait, c'est un jeu du chat et de la souris, d'une certaine façon. Et dans ce que j'ai déjà fait, qui s'apparente le plus, avec des vraies différences, bien entendu, en fait, on va retrouver une expérience de jeu qui va se rapprocher d'un Mr. Jack. Oui, je rigole parce que je vois les commentaires d'Antares qui dit que c'est pas facile de marcher avec des skis rossignols dans un château. Bon, merci. C'est pas faux. Merci beaucoup pour ce commentaire. J'ai un autre commentaire qui me dit un jeu qui arrive chez Blam, point d'interrogation. Alors, pas tout de suite, tout de suite. Là, on peut. Donc là, j'ai fait le tour de ce qui est sûr pour 2000, sûr, pour autant que ce soit sûr, pour 2023. Et puis après, on peut passer sur l'infographie que je t'ai donnée ce matin. Alors, juste avant, on va revenir sur un commentaire qui a épinglé Antares. Merci d'utiliser cette fonction, elle est très pratique. Qui nous demande si les revenus générés par tes jeux qui sont présents sur Board Game Arena, ça commence à être signifiant pour toi dans ce bilan-là. Je l'ai déjà, je crois que je l'avais déjà écrit l'an dernier, mais globalement, les revenus issus du numérique représentent à peu près 15% de mon chiffre d'affaires total. Ah oui, donc c'est vraiment pas. Donc c'est pas anecdotique. Donc c'est loin d'être négligeable. Tu dis issu du numérique, ça signifie qu'il y a d'autres choses que Board Game Arena qui entrent en compte ? T'as quelques jeux qui sont sur application. Oui. C'est moins, ce qui rapporte le plus, c'est Board Game Arena, clairement. Mais pour autant, quand je dis issu du numérique, c'est parce que je fais le global. Mais ça fait à peu près 15%. Et comme c'est 15%, donc en plus. Puisque, c'est ce qui veut bien dire au niveau des auteurs qu'il faut être très, très prudent sur ce qu'on signe en ce qui concerne les droits numériques et qu'il faut s'en préoccuper. Enfin, moi, je m'en suis toujours préoccupé, même à l'époque où ça n'existait pas, où il n'y avait rien. Et donc, parce que j'étais sûr que ça viendrait. Et donc, du coup, je suis bien content d'avoir fait ça. Alors, tu voulais nous parler, tu voulais rebondir ensuite sur une infographie. Simplement, je me suis amusé parce qu'en fait, souvent, on me dit, mais en fait, une journée de Bruno Catala, une journée d'auteur, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est zapper en permanence sur un certain nombre de sujets parce qu'en parallèle, il y a tout un tas de trucs. Et donc là, ça va me permettre de répondre en même temps à la réponse Blam. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai 4 catégories de projets en même temps, en parallèle. Il y a ceux qui sont déjà édités, mais sur lesquels on continue toujours à réfléchir à des trucs. Par exemple, Sea Salt and Pepper, forcément, le succès du jeu, puis moi-même, le fait d'en avoir fait plein de parties, puis j'ai d'autres envies. Donc là, on réfléchit à des trucs. Est-ce que ça existera un jour ou pas ? Sous quelle forme ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est quand même du temps de mobilisation de tête et de travail parce que je fabrique des cartes, des machins, et tout ça. Voilà. Et Théo aussi de son côté, évidemment. Je ne suis pas tout seul. Vélonimo, il y a encore des trucs en cours, des envies, voilà, et ça, forcément, c'est un sujet sur lequel il y a de la mobilisation et tout ça. Après, il y a les jeux qui sont signés et qui sont en cours d'édition. Donc, c'est ceux dont je viens de parler maintenant, Lumen, Cyclades, Moonriver, Castle Rossignol. J'ai oublié de mettre Insert d'ailleurs, parce que je n'étais pas bien réveillé ce matin. Et donc, sur chacun de ces jeux, en fait, les idées amont, le développement, la rédaction des règles, tout ça, la recherche d'un éditeur, tout ça, c'est fait. Mais par contre, c'est le suivi du travail éditorial.
Et ça prend du temps parce que c'est des allers-retours. Oui, mais cette image-là, elle va pas bien. Attention, la lisibilité de l'icône, la rédaction. Ah oui, mais là dans le livret de règles, là, c'est pas organisé comme il faut. Les relectures et ainsi de suite, ça prend un temps de fou. La relecture des règles de Lumen, je pense que tout cumulé, ça m'a pris sans doute au moins une semaine de travail à temps plein. Ah oui, rien que la relecture des règles. Oui, enfin, les relectures des règles. Si je cumule tout, ce travail-là, image par image, ligne après ligne, etc., franchement, ça m'aura mobilisé, je pense, globalement, au total, une semaine de travail complète. Donc voilà, plus la com qui commence, sur lequel on commence à préparer des choses, et puis on va être présent sur les réseaux, et puis tout ça, c'est du travail, évidemment. Par exemple, Cyclade, en ce moment, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Hier, par exemple, c'était la couve, le visuel de couve, vous en pensez quoi? Enfin, tu vois, on fait. Et la règle, est-ce qu'on la présente plutôt comme ci que comme ça? Enfin, bon, bref. Ensuite, il y a les jeux qui sont pour moi terminés en termes de prototypage, sur lesquels je suis content du résultat, mais par contre, je suis en recherche d'éditeur. Ça aussi, c'est du temps, parce que ça veut dire se déplacer, ça veut dire faire jouer, ça veut dire continuer au fait, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Un échange, un Skype et tout ça. Et donc ça prend du temps. Donc là, il y a Mamichi, Black Lab et Néolithique là, qui sont dans cette catégorie-là. Et puis il y a les jeux qui sont en cours de développement. C'est-à-dire que pour l'un d'entre eux, on a déjà un éditeur, mais par contre, c'est quand même en développement. C'est un King Domino Logic, c'est-à-dire c'est un jeu de logique pure dans l'univers de King Domino, et là que je fais avec monsieur Johan Levet, que je crois que tu connais. Ah, je connais un petit peu, oui. Ouais. Et puis ensuite, il y a différents projets. J'ai peut-être même déjà joué à celui-ci. Il me semble que j'ai déjà vu passer. Alors, j'ai déjà vu un proto de Johan, plus exactement. Sur lesquels, donc, différents projets sur lesquels, là, je suis en cours de prototypage, test, etc., avec différents co-auteurs. Donc, j'ai un projet avec à la fois Charles Chevalier et Johan Goupy. Il y a effectivement un projet avec Blam. Il y a un projet avec Antoine. Il y a 2 projets avec Serge. Et il y a le Jamaica Kids que j'ai mis en dernier parce que malheureusement, on n'y met pas assez d'énergie, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, et avec Sébastien Pochon. Voilà. Et donc, une journée, pour moi, ça va être en permanence de zapper d'un de ces sujets-là à un autre. Et ça prend pas mal de temps. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette avancée de projet? Le premier que j'ai vu faire ça, qui est sans doute pas le premier à l'avoir fait, mais l'avoir présenté en ligne, c'est Lewis Trondheim. Alors j'ai cherché sur mon téléphone, je vais essayer de vous montrer ça, mais vous irez sur le site de Lewis Trondheim pour voir. Je le montre là sur mon écran. Est-ce que j'arriverai à faire le... Vous n'allez pas le voir clairement, mais il a... Ah oui, ça oui, d'accord. Il a un tableau, c'est en ligne sur son site, et il y a tous ses projets au fur et à mesure de l'année, et il rentre le nombre de pages où il en est, le nombre de... C'est un auteur de bande dessinée, Lewis Trondheim. Et le nombre de planches qu'il a réalisées. Il est monstrueux. Hein. Mais oui, mais il aime bien aussi communiquer, le montrer aux gens, et puis avoir... On comprend à la vue du tableau que c'est organisé comme ça dans sa tête. Je comprends que ça l'est sans doute aussi pour toi, Bruno, le besoin d'ordonner les choses. Et d'avoir des projets surtout. Alors, moi, ça me rassure de voir ça, le fait que tu aies plein de projets et l'envie en permanence de pouvoir les alimenter et d'avancer dessus. C'est quelque chose qui montre que t'as pas dit ton dernier mot là-dessus. Hein, t'as encore beaucoup de choses à nous proposer. On est impatient de les découvrir. Puis je pense que de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui a peur de vide. Et donc je suis obligé de remplir. C'est, comment dire, c'est chez moi, je fais pas des jeux. Enfin, j'ai jamais fait des jeux pour gagner ma vie. Il s'avère que je gagne ma vie parce que je fais des jeux, donc c'est une chance. Mais pour moi, c'est un besoin, ce besoin d'être en train de créer des trucs, d'imaginer des choses, et ainsi de suite. Je crois que je ne sais pas faire autrement. Alors, mon seul espoir, c'est que ce que je fais continue à trouver un écho, si tu veux, parce qu'après, si je le fais que pour moi, je continuerai à le faire que pour moi parce que c'est un besoin. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus porteur quand tu sens qu'il y a un écho au niveau des gens qui le reçoivent, quoi. On arrive à la fin de ce qu'on avait prévu de dire sur YouTube, à moins que j'ai oublié quelque chose, Bruno. Non, il y a deux choses que je vais dire. Simplement, Une première chose, c'est je vais faire simplement 3 petits coups de cœur de 2022. Alors attention, hein, les gens, c'est pas... je connais tout ce qui a été fait et ainsi de suite. J'ai joué à tout et donc mes coups de cœur, c'est les meilleurs jeux de l'année. Non, j'ai joué à très peu de choses parce que quand déjà on s'occupe de tous les ce que vous venez de voir, ça prend quand même 90% de mon temps de jeu disponible. Hein.
Mais par contre, j'ai trois jeux qui m'ont animé cette année. Alors, ça nous intéresse, ça. Je vais essayer de deviner un petit peu. Hein. Je vais pas faire de pronostic, mais j'essaie de deviner un peu. Je réfléchis. Laisse-moi juste une petite seconde. Oui, je pense que c'est celui-ci qui est vraiment excellent. Je suis pas capable, en fait, de deviner. Il y a tellement de jeux, c'est compliqué d'y voir très clair. Les jeux que j'ai croisés qui m'ont retenu, enfin, il y en a même 4, mais c'est Mindbug. Ah oui. Ah, j'y ai pas pensé. Tu vois, pendant ma petite seconde, je l'ai pas ciblé. Mindbug, déjà, merci à Corentin et à Ludo qui me l'ont offert à Essen. Et eux, ils l'ont découvert, ils y ont joué, ils m'en ont pris une boîte. Donc là, c'était vraiment... C'est totalement ma cam. Il n'est pas encore sorti, Mindbug. C'est un jeu qui est... il est noté Richard Garfield, mais en réalité, il y a 4 auteurs dessus, et Richard Garfield est plutôt le dernier des 4 à s'être greffé sur le projet. C'est un jeu qui va sortir chez Yellow cette année. Ouais, donc j'ai bien... Ça j'ai vraiment bien aimé. Donc, en plus, bon, à Essen, il était déjà en français, donc c'est pour ça que je l'ai. Dans le même esprit, d'une certaine façon, c'est un jeu qui n'existe pas en physique, mais que je joue là-dessus quotidiennement, c'est Marvel Snap. Marvel Snap, franchement, c'est quand même tellement énorme. Et alors, quel est ton niveau, Bruno, sur Marvel Snap ? Je viens de redescendre, mais en général, au bout d'une saison, quand j'ai le temps d'arriver au niveau 50, après, on change de saison, puis je repasse au niveau 20. Donc... Moi, j'ai essayé ces 3-4 derniers jours, parce que tout le monde y joue autour de moi. Je viens juste de tomber contre des joueurs humains, et du coup, je commence à perdre les parties. Ah oui, parce qu'au début, c'est juste de l'apprentissage, mais le jeu, il est vraiment passionnant, quoi. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. On nous demande ce que c'est que Marvel Snap. C'était un jeu sur appli, donc, de ce fait, mais qui s'apparente d'une certaine manière à... je ne sais jamais le nom en fait quand je le cherche. C'est un jeu qui a été publié par Yellow dans lequel il faut occuper des bases et essayer d'avoir la majorité sur ces différentes bases. La différence, c'est que là c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, basé sur des cartes, avec très peu de cartes que vous allez avoir dans votre deck, une douzaine de mémoire. 12, ouais. Voilà, et donc de ce fait, il y a pas mal de hasard quand même malgré tout, mais ça se joue en... C'est Smash Up que je cherchais. Merci Max Wugong qui m'a aidé. Ça joue en 5 minutes. Ça joue vraiment en 5 minutes, de ce fait, ça rentre dans l'emploi du temps de beaucoup de monde. Le risque, c'est qu'en général, on n'en fait pas qu'une. C'est ça. Mais du coup, tu restes un tout petit peu plus longtemps aux toilettes. Donc, à vous de voir si vous êtes des personnes qui sont sujets à l'addiction. Dans ce cas-là, vous risquez d'y passer beaucoup de temps, ou si vous êtes moins sujet à ça. Moi, le problème, c'est que je suis pas assez sujet à ce genre de choses, et en général, je déconnecte très vite. Et puis, en boîte plus importante, plus cossue, si tu veux, un jeu qui m'a vraiment fait de l'œil, et puis que je trouve quand même élégant, c'est Brian Boru. Ah, Brian Boru. Oui, un jeu qui est publié chez Ori Games en France, qui est signé par Peter Sylvester, si je ne me trompe pas, et qui propose un mélange assez surprenant d'occupation des territoires sur une carte et de jeux de pli. Oui, c'est très très malin, mais alors par contre là ça plaît pas à tout le monde. Il faut vraiment avoir le bon public autour de la table. Je suis pas en train de dire c'est les meilleurs jeux de la terre et du monde et ainsi de suite. C'est de cette année. C'est simplement c'est ceux qui moi m'ont vraiment retenu mon attention cette année parmi ceux que j'ai croisés. Après, je peux citer aussi en jeu à 2, j'ai beaucoup aimé aussi District Noir. Ouais. District Noir, j'en fais régulièrement 1 ou 2 parties, puis après, j'y rejoue pas pendant un moment parce que voilà. Mais par contre, après, je le retrouve avec plaisir. Enfin, toi, j'aime bien. Le premier jeu de Spiral Edition, je me souviens plus du nom de l'auteur de District Noir, ne m'en veuillez pas. C'est un japonais, non, il me semble. Oui, mais il est retenable. Je l'ai pas retenu. Ouais. Voilà, et puis pour terminer, simplement juste une parenthèse sur les médias et les jeux, puisque cette année, pour moi, ça aurait été quand même une surprise, en fait, en l'espace de quelques mois, là, en l'espace de 3 mois, j'aurais enchaîné, ça a commencé par Télérama, le magazine télé des gens qui ne regardent pas la télé, France 2, TF1, RTL, et demain matin, Europe 1. Et donc, du coup, j'en tire aucune gloire, clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les médias s'intéressent au jeu et viennent finalement à une des sources en posant des vraies questions et pas simplement « alors le jeu, c'est comme le Monopoly ». Et donc, du coup, avec parfois certains journalistes qui ont une culture ludique, et du coup, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que les choses sont en train de bouger, que cette reconnaissance-là, elle est en train d'arriver. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me mettre en avant personnellement, mais c'est de finalement être le porte-parole, finalement, un porte-drapeau de notre microcosme, quoi.
Oui, il commence à y avoir un éclairage un peu plus pointu. Ouais. Alors, c'est un éclairage qui reste de manière générale c'est assez large, hein, forcément. On n'en est pas encore à donner nos avis sur les derniers jeux qui viennent Non, de non. sortir sur les chaînes grand public, mais on s'attend pas à ça de toute manière. Et à la limite, le fait d'inviter des auteurs, c'est peut-être ce qui rend ces contenus généralistes les plus passionnants, parce qu'on est sur les créateurs, sur ceux qui peuvent en parler Donc avec voilà. le plus de vie. Voilà, voilà. Bah, écoute, moi de mon côté, je pense avoir fait le tour. Si tu as encore des questions, Martin, si vous avez encore des questions, je suis à dispo. Et puis, ben, comme on l'a dit au début, comme tu l'as dit au début, il y aura eu les échanges qu'on aura eu en direct ici. Et puis, pour ceux qui Oui. le regarderont en différé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur YouTube. Je tâcherai de prendre le temps de venir voir de temps en temps et de répondre. Alors, ça sera le principe de cette émission. Nous, on va conclure là pour les gens qui nous regardent sur YouTube et on va repasser en mode chat pour ceux qui sont sur Twitch et qui ont envie de poser 2-3 questions. On les a suivis au fur et à mesure. Vous en avez eu quelques-unes que vous regardiez sur YouTube ou sur Twitch. Vous avez pu profiter de ces interactions-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à activer les notifications pour savoir quand on fait des émissions. Normalement, c'est en journée à 13h. De temps en temps, il y aura des soirées exceptionnelles, mais c'est souvent en journée à 13h. Merci Bruno pour cet échange. Avec plaisir. Et, C'était cool. Et il y aura donc d'autres émissions de ce type-là. Je ne sais pas encore avec qui dans les semaines qui viennent, mais c'est un format qui sera amené à se reproduire.